C'est un très bon format. Je pense qu'il y a du potentiel. Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne de Maître Renard JDR. Ce soir, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir le bon MJ avec moi pour ce nouveau format. Bonsoir le bon MJ, Hugo, comment ça va? Ça va et toi? Enfin, ça va grâce au chocolat, au délicieux chocolat du branding Maître Renard. C'est important, c'est important de faire la pub, merci. Effectivement, les chocolats commencent à bien marcher, je suis très content. Je veux devenir le chocolatier des rôlistes, mais ça, c'est une autre aventure. Ce soir, on va essayer de, on va lancer, je veux dire, un nouveau format. Ça s'appelle Farfouillage et rouage, pardon. Peut-être que ce morceau sera coupé ou peut-être pas. Farfouillage et rouage. Et ensemble, on va revenir sur une campagne qu'on a jouée ensemble, et notamment cette fameuse campagne de Dead Genesis où on s'est beaucoup éclaté, et je pense qu'il y a beaucoup à en dire. On va revoir un petit peu ensemble les quelques scènes qui ont été très marquantes, en tout cas de mon point de vue pour mon personnage, et on va essayer de voir ce qu'on peut un petit peu en tirer comme moelle, parce que c'est vrai que sur le coup, c'était super intéressant, et j'aimerais bien pouvoir avoir quelque chose de plus que dans mon propre souvenir. Et puis de toute façon, même si jamais c'est pas intéressant, on aura quand même des bonnes tranches de rigolade pour remettre un petit peu en contexte ce qui s'est passé. Ouais. Carrément. Carrément. Tu veux introduire la campagne ou tu veux que Vas-y, la campagne? je te laisse lancer si tu te sens chaud, vas-y. Du coup, la campagne des Genesis, on avait déjà fait une campagne ensemble avant. Mais par contre, les autres joueurs, j'avais jamais joué avec eux. Donc, la campagne telle que je l'avais imaginée, donc j'étais maître du jeu, je l'avais prise d'un un simple paragraphe qu'il y a dans le livre de base des Genesis qui raconte une histoire, une sorte de nouvelle. Et au lieu de la prendre telle quelle, je me suis dit je vais le transformer en un one-shot parce que je trouvais l'histoire stylée. Et le pitch global, sans vous parler de tout l'univers de Dead Genesis, c'est que c'est post-apocalyptique. Et l'Afrique, suite à l'apocalypse, on va dire, est devenue hyper puissante économiquement. Genre, c'est devenu une sorte d'empire colonial, quasiment, l'Afrique. Tandis que l'Europe, elle s'est un peu effondrée. Et le scénar, c'est que vous étiez des Africains et vous alliez, dans ce qu'on pourrait, dans les Balkans, quoi. Vous prenez un bateau, vous traversez la Méditerranée avec tout un équipage pour mener une expédition pour établir une sorte de colonie en Europe, en fait. Et le but, c'était de faire une sorte de mini bac à sable sur quelques séances. Donc c'est pas du pur bac à sable, genre en mode vous faites ce que vous voulez, c'est parti, le monde est gigantesque. C'était assez focalisé, un bac à sable sur une petite région restreinte, avec un peu de direction de ma part. C'est-à-dire qu'à chaque séance, il y avait des nouveaux événements pour arriver quand même à faire monter la tension sur assez peu de temps. Et voilà, et ça c'est le contexte global. Et donc dans l'équipage, il y avait toi, Yes. qui jouait... Alors je vais finir par toi en fait. Il y avait, parce que c'est le plus spécifique, il y avait donc Lestat de la chaîne Lestat JDR qui jouait le capitaine de l'expédition, Malik Ngana, je crois. Ouais, peut-être. Le néo-libyen sûr de lui et aventureux. C'est ça, c'est-à-dire que lui, c'était le gars un peu hyper ambitieux, sa famille s'est effondrée, etc. Et il a envie de faire ses preuves dans cette expédition. Et son rêve, c'est vraiment d'établir une colonie, de redorer le blason de sa famille. Enfin, le capitaine très ambitieux. Et dans son équipage, on a, c'était Findael qui jouait Dalba, donc qui est un peu le chef mécano. Yes. Qui s'occupe, on va dire, de la main-d'œuvre à bord du bateau, tous ceux qui vont pouvoir l'ingénierie du bateau, la logistique, etc. Qui était une sorte de pirate, un peu, d'une certaine manière, un peu traditionnaliste aussi. Troisième membre d'équipage, plus à la sécurité, on va dire, qui faisait partie des fléaux dans des Genesis, donc c'est-à-dire, on va dire, le bras armé de l'Afrique, pour faire simple. On avait Simon, qui jouait Paka, et qui était pas le chef de la sécurité, mais le sous-chef, grosso modo. C'est ça, il y avait une histoire de... C'est le potentiel nouveau chef. Il a un statut, il y avait même un statut un peu particulier dans son escouade. Il pouvait prendre des décisions en tant que responsable. Ouais, c'est vrai que c'est presque le second, mais à un truc un petit peu à part, quelque chose un peu d'honorifique, il me semble. Il y avait cette dimension un peu là en plus.
En fait, son statut lui permettait d'une certaine manière de défier le chef. Je me souviens plus, j'ai plus les titres en tête. Ça. Et donc, en fait, il servait un peu de contre-pouvoir au chef de la sécurité à bord du navire. Donc ça, on va dire, c'est l'équipage des Africains qui sont là pour vraiment faire leur bail, même si après, ils ont leur petite intrigue et tout. Un peu les conquistadors. Globalement, c'est ça. Globalement, eux, ils sont dans la même équipe, même s'ils sont pas tous d'accord. Et après, en fait, Mais- donc voilà. Après, en fait, en Africa, il y a plein d'esclaves. C'est-à-dire, comme tous les esclaves, à faire les tâches difficiles et qui sont sacrifiables et tout ça, et qu'on vend, qu'on marchande, etc. C'est un univers assez dur. Et parmi les esclaves qui sont emmenés dans le bateau, il y en a un, c'est Arulo, et c'était le personnage de Maître Renard. C'est ça. Et sa spécificité, en fait, c'est que lui, il est emmené pour être traducteur parce qu'il parle la langue locale de là où l'expédition se rend. Ce qui va permettre de mener des négociations auprès des autochtones et tout. Sauf que on avait décidé en amont, et de manière ouverte, tout le monde était au courant, que Arulo, au-delà d'être un esclave, c'est aussi un chroniqueur infiltré. Donc les chroniqueurs, encore une fois pour rester simple, c'est une faction hyper technologique de l'Europe qui tire les ficelles dans l'ombre en Europe. Et donc en fait, toi t'avais une position un peu privilégiée de traducteur du capitaine, mais t'étais un traître, et tu savais que si tu voulais, entre guillemets, servir les chroniqueurs, tu devais faire capoter l'expédition. Exactement. Tout les niquer, quoi. Et donc ça, tout le monde le savait dès le début, et ça, je pense que c'était vraiment un des trucs de base qui a ce côté, il y a du PVP et des secrets ouverts, tout le monde est au courant. Dès le départ, ça a engendré pas mal de choses dans la campagne par la suite, quoi. C'est vrai que ça a cimenté beaucoup de choses. Donc, tu parlais du secret ouvert. Donc, ça, c'est un truc qu'on a pas mal joué, on a pas mal expérimenté avec ça. Moi, c'était la première fois que j'avais une partie où ces secrets ouverts, vraiment, on sait exactement qu'est-ce que l'autre va faire. Et il y a ces petits moments un petit peu de ah, tiens, moi, je vais conduire à cette action en sachant pertinemment que ça allait plus ou moins avantager l'autre ou pas. Et chacun gardait un petit peu les yeux fermés, donc ça donnait pas mal de scènes intéressantes. Et du coup aussi, t'avais donné l'opportunité, on s'était dit déjà à la base, avant même de lancer le truc, qu'il y aurait sûrement du player, joueur contre joueur, quoi. Player versus player, PVP, comme disent les aficionados. Mais donc c'est vrai que ça a pas mal ouvert les choses de ce côté-là. Il y avait aussi le système qu'on utilisait, c'était ton fameux 2d6 avec la réussite. Donc en gros, à chaque action, on jette 2d6. C'est un système que j'ai utilisé dans BioShock, notamment dans la campagne qui est sur la chaîne. Vous pouvez aller voir, c'est fantastique. Tout ça pour dire que c'est un système qui est plutôt du côté du joueur. Au niveau des statistiques, on a quand même pas mal de chances de réussir ce qu'on entreprend, mais ça marche pas à chaque fois. Donc on a eu quand même dès le début de campagne des belles des belles réussites et surtout des magnifiques échecs et des échecs critiques également, notamment la scène d'ouverture où on doit débarquer, on arrive tous ensemble sur le bateau, on doit débarquer sur la terre et mauvaise décision et les GD qui sont appuyés, le bateau finit par se faire exploser, il coule. Et avec lui, tout le matériel qui était à l'intérieur. Donc forcément, l'arrivée un petit peu des conquistadors vers une nouvelle terre, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Moi, j'étais plutôt content en tant qu'Arulo parce que j'avais rien à faire, c'était déjà un boxon infini. Et ça n'a fait qu'aller de mal en pis dans toute la campagne. C'était assez particulier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que... je vais vous dire que c'était le bac à sable. Comme ça, ensuite, il y aura des clés de compréhension. En gros, quand ils arrivent sur le bac à sable, eux, le but du capitaine Malik, etc., c'est d'installer une sorte de comptoir, donc d'identifier les ressources intéressantes, ouvrir potentiellement une sorte de concession, enfin d'endroit à exploiter et s'enrichir en faisant des allers-retours avec l'Afrique, quoi. Et en fait, moi, on va dire les factions que j'ai posées sur place, les trucs qui vont compliquer les choses, c'est déjà qu'à l'intérieur de l'équipage, il y a des sortes de batailles d'ego, on va dire. C'est-à-dire que le chef des fléaux, donc la faction, on va dire, militaire, c'est un énorme con. C'est vrai. Mais qui en soi est pas, il est pas, on va dire, machiavélique.
c'est plutôt un bourrin. Et qui veut contrôler les trucs. L'inspiration, c'est, si vous avez vu la série Lost, il y a une saison à partir de laquelle il y a des mecs qui sont envoyés sur l'île pour sauver une meuf. Enfin, j'ai plus les noms en tête et tout. Et voilà, il y a une sorte de corps expéditionnaire. Et en fait, on va dire le gros bras du truc prend le contrôle de l'opération, alors que derrière, normalement, il y a un cerveau qui pense vraiment contrôler la situation. Mais son gros bras, lui, il pète un câble et il fait n'importe quoi. Bref. Donc, au sein du bateau, il y a des trucs. Après, sur place, les choses qu'ils ont à gérer, grosso modo, c'est qu'il y a un comptoir, enfin, il y a une base d'apocalyptique, ça s'appelle. Ça. Et grosso modo, c'est la pègre, quoi. C'est déjà des pirates qui exploitent déjà sur place, en fait, les trucs. Et qui sont armés jusqu'aux dents. Et l'autre, il y a une deuxième faction, c'est les autochtones, qui sont déjà, en fait, oppressés par les apocalyptiques. Et qui veulent faire exploser le camp des apocalyptiques avec une bombe atomique. Ça, on le sait pas du tout. Ça, c'est une notion qu'on aura très loin dans le truc. Mais toi, tu savais déjà, toi, t'avais déjà planté ce décor-là, t'avais déjà prévu ces trucs-là, donc potentiellement, t'avais déjà mis ces potas-là pour que ça puisse péter dans tous les sens, en plus du fait que moi, je sois un trait dans l'équipe et que je fasse tout capoter. Donc, t'avais quand même dans l'idée que ça pète pas mal. Fout la merde. C'est ça. Donc on a déjà une faction dominante, une faction rebelle qui essaie de la détruire, et en plus, il y a une pression supplémentaire, c'est que le capitaine Malik, il y a un mec qui veut le détruire, un autre néo-libyen qui le suit en fait, qui le laisse un peu, son objectif c'est de lui laisser un peu faire le sale boulot à Malik, pour ensuite lui mettre une balle dans le dos et récupérer sa concession. C'est Slimane de Biskra, un autre néo-libyen, beaucoup plus puissant que Malik et son équipage, qui en gros se sert de l'expédition comme de la chair à canon pour ensuite s'emparer du truc. Donc il y a vraiment une grosse pression. Et donc effectivement, quand vous êtes arrivé, le premier truc qui s'est passé, c'est que je vous dis, il y a des mines sous-marines sur la côte. Donc vous avez arrêté votre bateau et vous êtes allé avancer avec un bateau à fond plat. Donc jusque-là, plutôt bonne stratégie. Et il y a une sorte de fort côtier et Malik qui décide d'attaquer. Et c'était sans savoir en fait la puissance de feu qu'il y avait déjà sur place. Tout de suite, il veut montrer les crocs en fait. Parce que vous aviez un char d'assaut, vous aviez des mecs avec des AK-47 et tout. Donc Malik il se chauffe, il lance l'assaut et en fait derrière c'est la catastrophe totale. Il lance l'assaut depuis le bateau, c'est ça aussi qui s'est passé, c'est qu'on est resté sur le bateau, il y a une équipe qui a commencé à partir, on a commencé à préparer un peu les trucs à l'intérieur pour qu'une équipe puisse partir en exploration. On a donné l'ordre, Malik a donné l'ordre sur le bateau de tirer sur la base, tirer directement sur la base, et la base, ils étaient pas tout à fait contents, donc ils ont répliqué, et on s'est fait désosser en 2 tours, ça a été ultra rapide, le bateau il a coulé tout de suite, et là ça a créé la scène aussi où, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauve les hommes? Est-ce qu'on sauve le matos? Il y avait aussi plein d'esclaves dans le bateau, donc les esclaves, ils se rebellent à ce moment-là, donc ça crée encore plus de tension. Qui est-ce qui va réussir à s'échapper sur la barque? Quid du mécano qui, lui, va embarquer une partie de son matériel, parce que sinon, il n'y a plus rien à faire sur place. Paka, donc le fléau, qui se retrouve à devoir gérer l'insurrection des esclaves. Moi qui remets une pièce dans la machine pour les esclaves en leur disant c'est le moment, même il y en a un qui vient me voir à un moment donné pour essayer de me convaincre que ça parte un peu en sucette. Donc c'est vraiment le début de la campagne, c'était déjà l'apocalypse. C'est première séance. Déjà la merde. Il me semble qu'on a fini où on arrive à débarquer une partie de l'équipage arrive à débarquer sur la plage et c'est à ce moment-là qu'il y a Malik qui part pour essayer de négocier. Ça se fait mais c'est ça se fait en même temps. Alors pardon, j'aurais trop pédalé un petit peu, c'est que il y a un premier corps expéditionnaire qui s'en va avec à sa tête le chef, le capitaine du navire, le responsable de la sécurité avec quelques hommes choisis, triés sur le volet, et moi l'interprète. Sur le bateau, il reste, il y a Paka qui est censé assurer le truc, et comment il s'appelle? Et le mécano. Non, c'est Dalba qui reste sur le bateau. C'est ça, il y a que Dalba qui reste. C'est Dalba qui reste sur le bateau et qui en fait est au talkie avec vous.
Donc ça, c'est peut-être une des scènes où on peut déjà en parler. Ouais. Comment cette scène-là, ça fonctionne avec le système 2d6, effectivement, en fait, le but, c'est de faire le moins de jets de dés possible. Enfin, dans le cadre de cette campagne, c'est de faire le moins de jets de dés possible. Donc, en fait, t'essayes de faire des actions dont elles sont quasiment sûres d'arriver, pour éviter d'avoir acheté les dés. De vraiment prendre l'avantage, en fait. Parce que quand tu jettes les dés, c'est décisif, quoi. C'est plus ou moins noir ou blanc, quoi. Enfin, tu peux faire du oui, c'est-à-dire que tu fais un très bon résultat. Dans ce cas-là, tu réussis. Tu peux faire du oui, mais, c'est-à-dire que tu réussis à faire l'action, mais il y a une complication, ou tu peux faire juste une complication. Et mais la manière dont je l'ai arbitré, pour le coup, c'était vraiment Noir-blanc. incisif. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 jetés de dés pour la scène, quoi. C'est genre au moment où l'enjeu il est au max, on jette les dés, et là, c'est décisif, tout simplement. Ouais. Et ça faisait que, ouais, il y a eu une sorte d'effet boule de neige catastrophique. Je pense que ce qui a fait ça, ce qui a donné cette scène, c'est que votre contexte de départ, c'est que vous étiez quand même assez puissant. Contrairement à d'autres campagnes où tu sais, t'es vraiment l'outsider et t'essayes de monter en puissance pour gagner. Là, vous arriviez avec les chars, un régiment à votre service et tout. En fait, ce qui est très drôle, c'est que ça vous a mis dans une sorte de confiance. Alors que du coup, comme vous étiez très puissant, en face, moi j'avais mis aussi des trucs, des mecs, ils avaient des bateaux, des sortes de bateaux hyper rapides, des lance-roquettes et tout. Ce qui fait qu'en fait, dès que vous avez décidé d'attaquer à terre, eux ils ont contre-attaqué en attaquant votre bateau. Vu que vous étiez fixé sur terre avec des troupes à pied, il y a des bateaux qui sont allés couler, des mini-bateaux, là, genre tu sais, les petits bateaux rapides, des mecs avec lance-roquettes, on fait 2-3 trous dans la coque et c'est terminé, fin de la partie. Et il y a eu la scène où toi t'as essayé de faire la grenade là. Ouais, c'est à ce moment-là, moi je me suis retrouvé, mon personnage il se retrouve complètement isolé et du groupe parce que Malik et Paka, donc ils partent en éclaireur vers le camp pour repérer un petit peu, essayer peut-être de négocier. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire à ce moment-là. Et moi, je me retrouve un peu sur la plage avec le chef des merde, j'arrive. Comment il s'appelle ? Les fléaux. Les fléaux, merci. Son nom. Avec le chef des fléaux et qui se dit tiens, pour tuer le temps, on va un peu bastonner l'esclave parce que pourquoi pas quoi. Donc je me fais un petit peu bully. Je comprends très vite que mon personnage il est dans une très très mauvaise posture et que si je réagis pas, je vais juste me faire casser la gueule, voire peut-être plus, parce que l'autre, à ce moment-là, toi tu me fais bien comprendre aussi que je peux être un dommage collatéral si, je peux vraiment me faire buter bêtement parce qu'ils sont tous vénères. Et là, moi à ce moment-là, j'ai une petite idée lumineuse. Je me dis tiens. Et si, je te dis, ouais, c'est aussi une campagne où on pouvait faire un petit peu d'émergence. Alors, peut-être qu'il y en a, ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais dans le sens, tu nous as laissé l'opportunité un petit peu de pouvoir rajouter quelques détails qui pourraient être cohérents avec l'histoire. Donc là, je dis, bah, moi, je suis en train de me faire casser la gueule, mais dans mon historique, je suis quand même un mec qui a été envoyé en éclaireur pour trouver des informations, pour essayer de ramener de la data sur le vieux continent pour mes équipes. Donc je suis pas non plus le premier venu. Même si aujourd'hui je me suis fait capturer, il y a quand même des vieux réflexes et tout. Et je me dis, est-ce que je pouvais pas essayer de lui arracher un couteau de sa ceinture, parce que comme c'est un mec en face de moi qui est un militaire assez plutôt, ouais, ils ont des AK-47, des gilets pare-balles. Il est bien équipé, donc je me dis peut-être que je vais pouvoir lui prendre un couteau, ou je dis est-ce qu'il a pas une grenade ? Et donc là, en gros, le truc, c'est que le jet là, il est arrivé à un moment un petit peu décisif où tu m'as dit, bah c'est soit tu réussis à prendre cette grenade et la situation, c'est toi qui passes maître de cette situation et ça change complètement, ou alors tu ne réussis pas et en fait lui, le fléau comprend très bien ce que tu veux faire et là tu vas te faire buter. Alors à ce moment-là, on est dans la première ou la deuxième séance. Oui, c'est ça. Moi j'ai une goutte comme ça qui glisse et je me dis ok, allez vas-y, gamble, on tente. Et donc là on parlait un petit peu plus tôt. Arrive le moment où on va vraiment jeter le dé. Ça va être décisif. C'est soit mon personnage il réussit et s'il devient le Joker dans le Dark Knight, où il est face à tous les truands et il sort la grenade, donc tout le monde le respecte à ce moment-là.
ou en fait je vais juste me faire péter la gueule comme une pauvre merde et mon personnage, c'est terminé, mon idée de trade, c'est fini. Il en faudra un autre. C'est fini. Et heureusement, la chance est de mon côté. Je réussis ce truc-là. Et il me semble qu'à la table, il y a eu un premier un petit peu de clash, genre, wow. On s'est vraiment dit, il se passe un truc assez violent, quoi. Et effectivement, je me retrouve maître de la situation. Donc après, je me suis retrouvé un peu comme un con parce que j'étais avec ma grenade. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis tout seul sur la plage? Si je cours tout droit, je vais me faire canarder. Ah oui, tu vas te faire défoncer. D'accord. Donc il a fallu renégocier un petit peu dans l'autre sens à ce moment-là, c'était assez chouette, mais le moment de bascule était très très puissant. Ouais, et puis c'est après ça que, en fait, dans le contexte, le méchant de la sécurité, c'était Suano, et il contestait un peu le capitaine Malik, et toi, t'étais le traducteur, et donc t'étais assez bien traité par le capitaine Malik, alors que lui, c'était un énorme raciste. Donc en fait, il aimait pas qu'un esclave mange avec l'état-major, entre guillemets, par exemple. C'est pour ça qu'il voulait te le faire payer un peu une fois que t'étais loin du capitaine, un peu te bully comme en prison, tu vois. Genre, le jeu était dur, hein, clairement, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère sur les thèmes. Et ouais, et du coup, une fois que tu t'avais pris la grenade et tout, tu lui avais mis une presse, et derrière, en fait, il essayait de te retourner pour... il te disait, en gros, si tu vas espionner le capitaine, puisqu'il te fait confiance, et si tu le fais pas, je te tue. En fait, c'était un peu ça le délire. Et ça a beaucoup joué, ça, par la suite, tout ce côté... comme tu as la confiance du capitaine, tout le monde essaye un peu de te manipuler, alors que tous les joueurs autour de la table savent, en tant que joueur, que tu manipules le truc, parce qu'on sait déjà que tu es un traître, en fait. Donc, tout ça, ça crée en fait une ironie dramatique à bien des moments, et je pense que c'est un truc qui a beaucoup joué dans la campagne, c'est qu'on jouait en transparence, c'est-à-dire que au moment avant de jeter les dés, on décidait exactement de ce qui allait se passer avant de lancer le dé. Donc chaque dé était ultra tendax, c'est-à-dire là, si tu jettes les dés, tu vas te faire tuer, en fait, ou si tu réussis, tu t'en sors. C'était vraiment comme ça. Donc ça crée une énorme tension, transparence sur ce que va faire le dé, et transparence sur les enjeux de chaque personnage. Et du coup, tout le monde profitait de chaque instant du truc, et de chaque jet de dés vraiment, et de chaque scène même dans lesquelles il n'était pas, quoi. Il n'y avait pas de secret, quand vous étiez séparés, parce que par la suite, un truc qui a vraiment été bizarre dans la campagne, c'est que vous étiez souvent séparés, par moments à 3 endroits différents. On ne gérait pas ces scènes individuellement, en coupant les micros et les casques. C'est ça, on s'écoutait tous. C'est pas en aparté, c'était à chaque fois tout le monde avait sa petite scène, et chacun a pu avoir son petit moment. Je sais que c'était un truc que t'avais mis, que tu mettais vraiment un point d'honneur à faire, c'est que chacun avait sa petite scène au fur et à mesure. On a eu, moi je me rappelle de Findael, le personnage de Paka, qui se retrouve complètement isolé du groupe parce qu'il est seul sur le bateau, et il faut qu'il parvient à prendre un petit je sais plus ce que c'était, une remorqueuse ou un truc comme ça, en tout cas un plus petit bateau. Il parvient à s'échapper de l'endroit du bateau au moment où il explose, et à s'enfuir. On se dit, nous, en tant que joueur, qui va tenter de nous rejoindre un peu plus tard, et finalement il a eu un destin complètement différent. Il se retrouve à devoir négocier avec la population autochtone qui veut se débarrasser de la faction des apocalyptiques. Et pareil, il y a eu un moment donné où il doit négocier un petit peu l'acceptation un petit peu dans le groupe, et finalement il réussit de songer tellement bien qu'il devient un acteur principal de la suite des événements du côté des rebelles, on va dire. Et ça, c'est revenu, ça a eu des incidences plus tard. On n'a pas qu'à le guerrier. Moi, je me rappelle de la scène où où c'est beaucoup plus tard, c'est quasiment vers la fin, où il doit se battre contre le chef une première fois. Il se fait défoncer la gueule, donc du coup, il est complètement excommunié de sa tribu. Donc on le traite vraiment comme un paria, et c'est vraiment Simba, dans le Roi Lion. D'ailleurs, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait son titre. C'était un Simba, ouais, il me semble. Et c'était drôle parce que c'est vraiment ce truc-là qu'il a caractérisé plus tard, où il revient un petit peu sur la terre d'Adam pour défier Suano. C'était Scar. Hyper poignant. On était tous comme ça, on était tous tendus, putain, est-ce qu'il va réussir à lui mettre son coup de poing ou pas?
Et pareil pour Malik, où il a eu aussi sa scène un petit peu comme ça, en tête-à-tête, où il a eu une grande scène de négociation avec justement son antagoniste à lui principal, lorsque le mec arrive dans notre cul pour reprendre le contrôle de la situation et profiter des avancées qu'on a pu avoir sur le territoire, pour essayer de retourner, en tout cas d'endormir un petit peu Malik au début, puis après d'essayer de complètement le planter. Donc on a eu vraiment des belles scènes, chacun a eu sa petite scène au fur et à mesure, quoi. Donc même si on a été tous éclatés, ça a été quand même le truc un petit peu, moi ça m'a fait penser un peu à ces films, tu sais, où t'as chaque personnage qui fait son petit plot de son côté, et à la fin on se rejoint tous, et vraiment pour le bout de Ouais, et puis alors du coup quand on s'était dit, quand tu m'as proposé de faire la vidéo, en fait ton idée c'était un petit peu de comment dire, essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent permettre de retrouver ça potentiellement. Enfin, qu'est-ce qui a mené à ça? Et ce que je te disais, c'est que en dehors de le truc de dire on fait très peu de jets de dés par exemple et on tire des dés qui sont décisifs, d'autoriser les joueurs à se séparer et de créer des secrets ouverts, etc. Finalement, ça va être très difficile de vous donner la recette pour arriver à ça. Parce que c'est aussi justement parce que ces jets de dés se sont passés d'une certaine manière et que vous avez pris certaines décisions qu'on en est arrivé à la scène finale qui va, je pense, être un peu le cœur de... Enfin, le point central, le point d'orgue de la vidéo, quoi. Highlight de la vidéo, ouais. Et, mais ce que je voulais dire, c'est que vu qu'on va pas raconter toute l'histoire, il y a vraiment eu, je pense, un truc qui a vraiment donné un ton à la campagne, c'est le fait que vous échouiez quasiment... Vous réussissiez des jets de dés, hein, mais vous échouiez toujours au pire moment. À chaque fois. Ce qui faisait que, à chaque fois, la situation, elle se complexifiait énormément. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous réussissez à prendre la plage en ayant perdu votre bateau et quasiment l'intégralité de votre équipage et de vos ressources, mais vous réussissez à prendre la plage quand même et à capturer l'épervier, qui est un lieutenant des apocalyptiques. Ouais. Vous le travaillez un peu au corps. Et au bout d'un moment, Malik décide de t'emmener, vu que t'es traducteur, au cœur du QG un peu des apocalyptiques, et plus ou moins de leur faire croire que vous avez une grosse puissance armée. C'est plus ou moins un coup de bluff dans l'idée. Oui, c'est vrai. Il veut parler au chef des apocalyptiques alors que vous êtes au fond du trou. Parce qu'il y a les renforts qui arrivent, mais nous on n'en sait rien. Là, à ce moment-là, nous les joueurs, on n'est pas du tout au courant que toi t'as prévu et les mecs qui nous tombent sur leur arbre. Donc c'était génial, parce qu'effectivement il arrive avec gros bluff. Bougez pas les gars, si jamais vous faites n'importe quoi et que vous nous tuez, derrière vous allez vous faire massacrer. C'est vrai qu'on a commencé les négociations comme ça. Ils jettent les dés, le bluff passe pas du tout, ils font vous êtes dans la gueule du loup, hop on les met en tôle. Donc vous faites mettre en tôle direct par les apocalyptiques. Et à ce moment-là, c'est là où pour le coup c'est pas un pur bac à sable, et où moi en fait j'ai des sortes de trucs un peu narratifs que j'envoie au moment qui me semble le plus approprié. Les horloges, t'en parles régulièrement, c'est les fameuses horloges. Donc là, c'était toi, tu les avais dans ta tête en te disant à un moment donné, ça va tomber, et là, tu les avais un peu accélérés, modifiés pour que ça puisse servir la narration. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui d'ailleurs va servir quand on va parler de la scène finale. Il y avait ce truc de le temps est assez souple en fait. Surtout comme vous étiez séparés. Le fait qu'il y ait des coïncidences, que vous retrouviez au même endroit, au même moment, etc. Il n'y avait pas c'était pas une pure simulation de l'endroit, tu vois. Il y avait des sortes de coups d'accélérateur pour être arrangeant et créer des scènes. Et donc du coup, une fois que vous êtes capturé par les apocalyptiques, là, moi je me dis, c'est le parfait moment pour qu'à la fin de la séance, alors qu'on pense que tout est perdu et que Malik, il a fait croire qu'il avait une armée derrière lui et que ça s'est pas passé, à ce moment-là, vos poursuivants, c'est-à-dire les gens de Slimane de Biskra, qui étaient derrière votre bateau et qui arrivent pour prendre le contrôle, apparaissent avec eux leur énorme bateau encore plus gros que le vôtre et tout, et qu'on voit à l'horizon. Et là, du coup, Malik, évidemment, il la joue un peu en mode, vous voyez, ça c'est mon immense armée et tout, alors qu'en fait, sur le papier, Slimane de Biskra, il veut se débarrasser de Malik. Mais ça reste un bateau africain, et donc Malik fait une feinte comme ça. Et
Et de fil en aiguille, ouais. C'est ça, ouais. On se fait libérer. Moi, c'est un peu il y a un peu des libérations en chaîne. Malik aussi m'a franchi m'a franchi de mon statut d'esclave à ce moment-là. Alors je sais plus pourquoi exactement, mais ça arrive à cette scène-là. Donc on a eu aussi le moment où moi je me dis ça y est, en fait je peux enfin faire sauter le vernis et la couverture de je suis un traître déguisé. Donc ça a pris la forme de lui mettre une énorme claque dans la gueule devant tout le monde. Et ça a vraiment eu cet effet-là, parce que je pense que personne s'y attendait, et en particulier l'intéressé. Et c'était assez drôle. Et là, moi j'ai pu reprendre un petit peu le contrôle de mon personnage. T'avais prévu une sorte de petite cache particulière pour les chroniqueurs, où j'ai pu aller me réfugier, récupérer du matériel. Moi à ce moment-là, je récupère des infos, j'essaie de rentrer en contact avec les gens qui sont de ma faction, et ils me disent il y a une, et c'est là qu'il y a un peu de tout qui va se reconnecter. Ils me disent il y a une bombe sur place, il faut que tu fasses péter le truc à maximum. Il me semble qu'à ce moment-là j'ai un détecteur, ou je sais plus exactement comment ça se passe, mais en tout cas je sais où est la bombe. Et là, moi, mon plan à ce moment-là, c'est d'essayer de faire en sorte que les Africains qui arrivent, d'essayer de rassembler un peu tout le monde au cœur de la ville pour tout faire péter. Et c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est d'ailleurs, ça aussi, j'ai envie de dire, ça c'est pas un truc de MJ. Le fait que les scènes soient aussi intenses, etc., c'est vous qui l'avez amené. C'est-à-dire que l'idée de l'Estade de t'affranchir a permis que derrière tu le gifles, et en fait, c'est parce que c'était dramatique, ironique, enfin qu'il y avait cette ironie dramatique, que je pense que ces actions ont eu lieu. C'est-à-dire que genre, vous aviez cette sorte de complicité à faire un peu genre, lui, toi t'étais son bossu, un peu, il disait c'est ça, ouais. Dis-moi, Rouleau, traduis-moi ce que disent ces gens. Et au bout d'un moment, il s'est dit, bah, pour que ce soit vraiment intense, le fait qu'il y ait un traître, il faut que moi, d'une certaine manière, mon personnage lui fasse une entière confiance. C'est là que le traître va pouvoir briller. Donc il te libère. Effectivement, il y a une sorte d'appel, genre des chroniqueurs. Je sais plus exactement comment ça s'est fait. Ouais, je crois que je t'ai juste dit. J'en profite pour m'éclipser. J'arrive dans l'espèce de petite. Et là, tu récupères. Je rappelle les mecs. C'est là que j'ai le truc. C'est ça. Tu récupères un fusil de snipe. Ouais. Genre, il y a un peu ce truc en mode. J'ai jamais pu utiliser. C'est ça. D'un seul coup, tu tentes dans une cache hyper technologique et tu récupères le détecteur qui permet de détecter la bombe atomique. Et cette bombe atomique, celui qui a reçu la mission de la faire exploser, c'est Dalba, qui est séparé du groupe, qui est chez les autochtones opprimés par les apocalyptiques. J'imagine que les gens qui nous écoutent doivent trouver ça difficile à suivre. Non, ça va, ça. J'espère que c'est compréhensible. Et en fait, effectivement, tu sais qu'il y a une bombe, tu peux la localiser, mais c'est un autre PJ qui l'a, et vous deux, vos personnages ne sont pas du tout raccords sur comment se servir de cette bombe, etc. Et ça va créer une énorme ironie dramatique, puisque toi, tu vas t'en servir pour tuer tous les autres PJ et un maximum de monde. C'est ça. Tandis que Dalba, lui, il est un peu plus en mode je suis l'élu de la prophétie. C'est ça, il change complètement, lui, son personnage, il se fait un petit peu abandonner, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi pendant la partie. D'ailleurs, Final, si tu nous écoutes en ce moment, vraiment, encore une fois, désolé que ça ait tourné comme ça, mais malheureusement, c'est les lois de la partie. Mais c'est vrai que c'était un peu triste, on l'a tous dit un petit peu à la fin, parce qu'il s'est vraiment retrouvé isolé complètement du groupe et de l'action. On a eu très très peu d'interactions entre personnages finalement, c'est-à-dire que le joueur, oui, on a joué ensemble, c'était cool, mais il était vraiment l'électron libre, alors que c'était pas du tout ce qui était, je pense, prévu à la base. Moi, en fait, que mon personnage se retrouve un peu de cette manière-là, à réussir à s'échapper et ensuite revenir. Je pense peut-être que ça aurait pu se passer comme ça, tu vois, quand on avait lancé la campagne. Moi, je m'étais peut-être vu un peu plus comme ça au moment où dans la première opportunité où j'ai eu de m'échapper, je me suis dit, je vais pouvoir partir, récupérer des armes et revenir pour tout faire péter. Et finalement, c'est un autre personnage qui a eu cette opportunité-là, donc c'est marrant de voir que les rôles se sont un petit peu inversés. Et effectivement, lui, pour gagner sa liberté et faire en sorte qu'il puisse ensuite être libéré des autochtones, il devait fabriquer un détruire mécanisme. Les apocalyptiques avec une bombe, ouais. Il devait fabriquer le mécanisme pour pouvoir aller buter avec la bombe tous les apocalyptiques sur place. Et ça arrive au moment un petit peu de la fin de cette campagne. Donc je crois qu'on avait joué à peu près 6 ou 7 parties, quelque chose comme ça. Et dernier épisode, on se retrouve au moment où moi je sais exactement où est la bombe. Je vois qu'elle arrive
je vois qu'elle arrive, elle est dirigée sous le cœur de la ville, donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Je parviens un petit peu à m'échapper de Malik, où lui, pareil, il essaye d'attirer son poursuivant pour essayer de s'en débarrasser, mais il y a toute une histoire un petit peu complexe que le Slimane de Bisgras, quelqu'un de très riche, très influent, et je me rappelle plus tous les détails, mais en tout cas, il cherche aussi un petit peu à l'attirer. Je parviens à m'échapper. Et à ce moment-là, ça donnait une scène un petit peu particulière où on s'est tous rejoints. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai. Donc là, on est vraiment à la fin de la campagne. On a tous eu un petit peu notre moment perso où notre personnage il a pu briller. On s'est retrouvé dans les contextes. C'est ça aussi qui était chouette, c'est que ça arrivait finalement vers. Comment dire ? Aucun dirait que c'était fait complètement exprès. Mais on a tous eu notre moment au fur et à mesure, et plutôt vers la fin de la campagne, où tout ce qu'on avait un petit peu demandé dans la session 0, donc au moment où on s'est dit, bah voilà, moi j'aimerais jouer plutôt tel type de personnage, j'aimerais qu'il fasse ce genre d'action-là dans cette histoire, etc. Donc on avait le capitaine qui voulait absolument négocier, le soldat qui voulait briller et devenir et prendre un petit peu la place qu'il méritait. Le mécanicien, lui aussi, un détail qui était important, c'était que c'était un personnage, un neveu, il me semble, de sa famille. C'est-à-dire que c'était pas la personne dirigeante, mais plutôt quelqu'un qui suivait, qui avait de l'influence, et c'est devenu vraiment le porte-parole, la personne chef. d'influence, le chef, pardon. Bah, voilà. Parce que c'est ça, il y avait l'oncle qui est mort. Et lui, du coup, il a un peu récupéré la responsabilité de tous les ferrailleurs qui s'occupaient du bateau et tout. Donc ouais, comme tu dis, il y a eu... Chacun a eu son truc comme ça. C'est ça. Et une fois que ça a été accompli, je pense qu'on pourra revenir sur des trucs en conclusion. Comme tu le disais, il y a eu le moment, effectivement, où vous vous retrouvez tous dans la ville. Donc ça, c'est là, ici, il y a de l'input de MJ quand même. C'est-à-dire qu'il y a une gestion de la temporalité qui est assez vague pour permettre de justifier que le moment où tout va péter, tout le monde soit au même endroit. C'est-à-dire que si on avait vraiment réglé au jour par jour, en vraiment full sandbox, qu'est-ce que tu fais ce jour-là, machin truc, vous ne seriez pas tous retrouvés au même endroit au même moment. Là, c'est vraiment le truc de film, genre, oh non, ils se sont séparés, ils se retrouvent tous au même endroit. Et donc, il y a ce moment où toi... Alors... Si je me souviens bien. Il y a que Paccard, il y a que le guerrier qui n'est pas dans la ville à ce moment-là. C'est le seul qui est isolé et il est censé en fait récupérer le Slimane pour l'amener dans la ville. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Il part en éclaireur pour récupérer Slimane pour revenir dans la ville. Donc on essaye tous de se dire, enfin moi à ce moment-là je me dis, il faut que ce serait trop bien j'arrive à faire péter la bombe au moment où il revient. Donc moi, il y a ce contexte qui est important, c'est que moi, à ce moment-là, j'essaye de partir de la ville, j'essaie de déclencher la bombe, un compte à rebours, pour ensuite me casser loin de la ville pour que ça puisse péter. Et avec mon truc sous le bras pour m'en sortir. En fait, c'est ça, il faut se dire qu'il y a 3 factions. Il y a 3 grosses factions. Il y a tous les Africains qui veulent attaquer les apocalyptiques pour les détruire. Plus ou moins. Un truc du genre... une sorte de piège, une fausse négociation qui va être organisée entre les apocalyptiques et les Africains. Cette fausse négociation, elle est fomentée par Malik, le négociateur. Et lui, son objectif, c'est de faire croire aux Africains qu'ils vont avoir l'ascendant sur les apocalyptiques, tandis que lui, en fait, il va donner des infos aux apocalyptiques pour qu'ils battent les Africains. C'est ça. Il y a un truc d'essayer de se faire s'entretuer toutes les factions, là où elles vont se rencontrer, dans la ville centrale qui est Saldera. Et il y a la 3e faction qui est du coup là où il y a Dalba avec la bombe. Eux, ils veulent s'infiltrer sous la ville à ce moment-là, poser une bombe, et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va tuer littéralement tout le monde en fait. Et toi, c'est un peu ton objectif aussi. Exactement. Et tu vois là, au moment où les factions vont se rencontrer et tout, tu vois sur ton détecteur la bombe qui approche de la ville. Donc là, tu cherches une excuse, si je me souviens bien, pour te séparer de Malik et aller voir la bombe. Et en fait, ce petit point qui clignote sur ton détecteur, c'est Dalba qui se déplace dans les souterrains de la ville, dans les égouts, avec la bombe et qui vient pour la faire péter sous vos pieds. Exactement. Je pense là, on a le contexte global.
à fait, merci. Et, Comment tu te séparais de Malik, je sais plus. je me rappelle plus, je crois que je prétexte un truc bidon du style non, mais attendez, attends, je vais récupérer un truc et je te rejoins. Ou même pas, je crois qu'on se dit. Ah non, il me semble que c'était un truc encore différent. C'est le moment où où on s'est un petit peu, où on se fait à peu près confiance et je me dis, et je lui dis bah moi vos histoires ça m'intéresse pas. Je veux tracer mon propre chemin. Maintenant que j'ai ma liberté, je suis un homme libre, donc je suis. Ah oui c'est ça. Et je lui fais un peu le coup du noble. Du style, j'appuie un petit peu sur ces valeurs-là en lui disant, bah, en gros, maintenant que je suis plus un esclave, je ne suis plus obligé de rien, donc il n'y a rien qui m'oblige à aller avec vous, à me remettre en danger face à des gens. À ce moment-là aussi, je lui ai balancé que Swano, il avait essayé de me mettre en coup double, donc il y a aussi eu des espèces de trucs comme ça où on essaie de l'endormir. Bref, il me laisse partir, mais il y a un truc où, je sais plus pourquoi, il se met quand même à ma suite. Peut-être que je lui dis quelque chose, que je vais revenir, je sais plus exactement, mais il me semble que le contexte c'était un petit peu celui-là. Et j'arrive quand même à me séparer de lui à ce moment-là. Mais je sais qu'il me cherche. Je sais plus exactement pourquoi, mais il finit par. Son personnage, il finit par vouloir me retrouver. On se donne un point de rendez-vous. Et. Le chat. Le chat. Toujours le chat. Pour ceux qui jouent avec moi, c'est une habitude. Je pense que en fait, vous deviez plus ou moins vous séparer. Je crois que vous devez vous séparer plus ou moins de manière un peu écourtée, genre en mode j'ai un truc à faire. C'est ça. Et lui, il t'attendait quelque part, il te voit pas revenir. Et donc, il se dit, mais où est Harulo? Et il repart à ta recherche. Alors qu'en fait, toi, t'es déjà en route pour aller sous terre et choper la bombe. C'est ça. Et donc, en fait, le setup, c'est que il y a Dalba qui est en train de poser la bombe. Toi, t'arrives et Malik, il est genre 2-3 minutes derrière. Quoi. Exactement. La temporalité joue énormément à ce moment-là. Et on se retrouve la scène un peu de cow-boy dans les souterrains où Dalba, on l'a pas vu depuis l'explosion du bateau, depuis le moment où on a débarqué sur cette île, il s'est passé plein de choses. Moi je suis un esclave, à ce moment-là je suis un esclave libéré. Et je me rends compte que c'est lui qui a ma bombe. Et moi j'arrive en lui disant « Ah mais Dalba, qu'est-ce que tu fais là ?» Et la scène, à ce moment-là, il se retourne et il nous dit bah je lui tire dessus. Moment de stupeur autour de la table parce que c'est jamais arrivé qu'on soit vraiment en directe opposition. Je sors un flingue et je décide de le buter. Alors moi en tant que joueur ça m'était jamais arrivé, j'avais jamais eu cette situation là en tant que MJ et je savais pas du tout comment réagir. À ce moment-là tu nous as proposé une solution assez intéressante. Je crois que t'avais un flingue aussi. Ouais. Et donc Dalba dit effectivement je lui tire dessus. Toi tu te dis bon bah dans ce cas-là moi j'essaie de lui tirer dessus. Et à ce moment-là voilà. En fait il n'y a pas de... Depuis le début de la campagne on se doute qu'il va y avoir du PVP. Mais on va dire que c'était pas nécessairement statué. On savait qu'il y avait un truc de traître et tout. Mais on n'avait pas défini des règles de PVP etc. C'est ça. Donc à ce moment-là je me dis... Ce qu'il faut, c'est établir une règle maintenant. On va pas faire une succession de jet de dés. De toute façon, 2d6 plus bullshit, il n'y avait pas de points de vie et tout. Donc, on établit juste ensemble ce qui nous semble juste, en fait. Genre, c'est-à-dire que je crois que vous jetiez tous les deux un d6, auquel vous ajoutiez un bonus. Et celui qui faisait le meilleur résultat touchait l'autre, et l'autre et flinguait l'autre. Et on avait dit que celui qui prenait la balle, c'est-à-dire celui qui rate, décide des conséquences sur son personnage. S'il est blessé, s'il est mort... Mais en décidant des conséquences, il laisse forcément l'autre, entre guillemets, gagner, quoi. L'avantage. C'est ça, prendre son... On va dire... il peut plus interrompre l'autre dans la scène qu'il a envie de jouer. C'est un peu ça l'idée. Il y avait un truc aussi, avant qu'on jette le dé chacun l'un contre l'autre, on s'était mis d'accord sur le fait que le tir serait pas létal. C'était pas genre en gros... parce que lui, à ce moment-là, il tire un petit peu en réaction parce que son personnage, en gros, bah, il a pas vu, il voit revenir Harulo vers lui seul, donc il se dit, bah en fait, c'était un traître, donc je l'abats parce que c'est ce qui est juste pour mon personnage, qui est tout à fait ok dans la fiction. Et moi, je me dis un peu pareil, je cherche juste à me défendre, pas forcément à le tuer. Donc avant même qu'on jette le jet, on est d'accord aussi tous les deux sur le fait que ce tir, il sera pas mortel. Par contre, ça fera, comment dire, Dalba dit moi je lui tire dessus et je me casse. Et donc en gros si lui il réussit son action c'est exactement ça qui va se passer.
Et moi, je voulais juste me défendre et qu'il soit désarmé. C'est-à-dire que pouvoir, moi dans mon idée, c'était je voulais pas le tuer, mais juste qu'on puisse un petit peu discuter à ce moment-là. Parce que moi, mon personnage, il comprend pas, et même moi, le joueur, à ce moment-là, je suis complètement paumé parce que je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'il veut absolument me buter alors qu'il y a pas, je vois pas pourquoi il veut me tuer à ce moment-là. Mais j'avais pas fait le lien, j'avais pas fait son truc, et lui, il veut juste pouvoir en fait s'enfuir et récupérer sa famille et partir en fait de cet endroit pour rentrer en Afrique. Donc on fait le G. Et à ce moment-là, il faut préciser aussi que la bombe est déjà déclenchée. Ah oui, ça, elle est déjà armée. Elle est déjà armée, il y a le compte à rebours. Dalba, en fait, il est en mode, il a fini d'armer le truc. Il y a peut-être même eu un jet en amont pour savoir si, par exemple, je me souviens plus honnêtement de chaque point, mais pour savoir si t'arrivais et la bombe était déjà déclenchée, un truc du genre. Oui, mais effectivement, la bombe est déjà armée et il y a déjà un timer qui tourne. Ouais. Donc il y a la fameuse horloge. Le jet de dés a lieu, c'est Dalba qui l'emporte, donc toi tu te fais flingue, tu tombes par terre, et lui, derrière Dalba, il court, il se casse. La bombe atomique est armée sous la ville. Et à ce moment-là, il y a ce truc de temporalité, toi t'es blessé, et t'essayes d'arrêter la bombe. C'est ça. Parce que t'es trop près de l'épicentre. Exactement. J'aurais pas le temps de fuir. Comme je suis trop blessé, je crois c'est une blessure quand même assez très très grave. Donc je commence à perdre beaucoup de sang. J'ai peu de chance. J'ai quand même peu de chance de m'en sortir. Et je me dis que par rapport à mes capacités, je peux tenter de désamorcer la bombe. Ou en tout cas d'arrêter le compte à rebours parce que j'aurai jamais le temps. Si j'essaie de m'enfuir, je vais être pris dans le rayon de l'explosion et ça sert à rien que je m'enfuis. Donc c'est soit les doigts pleins de sang à la John McClane, j'essaye de couper le bon fil et que ça se passe bien, ou en fait de toute façon mon personnage il est déjà mort à ce moment-là. Je me mets devant le panneau de commande, avant que je fasse le jet pour savoir si je réussis à désamorcer la bombe, à ce moment-là aussi c'est le moment où Malik il intervient, il arrive à l'endroit où moi je viens de me faire flinguer. Donc il débarque un peu il me semble qu'il débarque avec un petit contingent aussi, il débarque avec quelques personnes, et on a la scène finale où mais qu'est-ce que t'es en train de faire, qu'est-ce qui se passe? Et moi je suis là tout tremblant, et vraiment, vraiment je suis en train de trembler à ce moment-là derrière mon jet, et tu me dis, c'est soit tu désamorces la bombe, soit la bombe elle pète. C'est mort, ça accélère. Ouais. Je ne sais plus comment on le fait, ça accélère le tempo ou peu importe, mais de toute façon, vous n'aurez pas le temps de fuir, vous allez mourir derrière. Et là, je prépare à jeter le dé, une tension des enfers parce qu'on est tous comme ça, parce que vraiment la partie va se jouer à ce jet de dé là. Et magnifique, comme souvent ça arrive dans ces moments-là dans les campagnes, si vous avez déjà vécu, vous voyez très bien de quoi je parle, souvent ça réussit, ça marche, et en plus on se dit le système est de l'autre côté, normalement c'est un peu le truc de mon personnage de réussir dans ce moment-là, et je fais un échec, mais alors monumental, et on a la scène finale avant que ça explose. Il y a un petit twist aussi à cette scène, mais je vais y revenir juste après. Ce qui se passe, c'est que Malik et toi, vous êtes à l'épicentre. Là, encore un peu, on va dire, tordage. Oui, c'est ça, contrôle du temps, tordage un peu de mise en scène. Findael, donc Dalba, on considère qu'il est assez loin, qu'il a réussi à s'échapper, pour vraiment le jouer en mode c'est un traître, tu vois. Et c'est lui finalement celui qui a tout niqué, entre guillemets. Et sans le savoir, parce que lui est au courant de rien de nos agissements. Et il y a aussi à ce moment-là, pareil, un peu en mode Paka qui arrive et qui est en position de voir la bombe exploser. C'est ça. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de Malik qui dit qu'est-ce que tu fais? Ah Oulo, qu'est-ce que tu fais? Là, toi, tu jettes le dé, tu fais oups. et là, en fait, l'explosion, elle est décrite du point de vue de Paka qui est genre à quelques kilomètres et qui voit un champignon atomique s'élever. C'est ça. Et du coup, vous, c'est fini en fait. Enfin, genre, vous êtes anesthésié, genre, vous êtes à l'épicentre en fait. C'est même pas vous êtes en périphérie. C'est genre à ce moment-là, il y a même plus de son, plus d'image. Vaporiser le plus total. Ça vient de me revenir. Pourquoi c'était quoi qu'on s'était dit? C'était que à ce moment-là, moi j'avais dit à Malik, je vais chercher. Je sais qu'il y a une issue de secours dans la ville pour pouvoir. Si jamais les choses, c'est ça que je lui avais dit, il me semble un truc dans le genre.
si jamais les choses tournent mal, je sais qu'il y a un endroit dont on pourrait s'échapper. Et je lui dis, je vais voir et ensuite je reviens. Et comme je ne reviens pas, c'est comme ça qu'il vient me chercher. Il y a vraiment ce truc-là. Ouais, non, cette scène, elle était vraiment puissante. Après, je pense, la fin, il se passe quelques trucs. Il y a Paka, il voit l'explosion, donc il y a tout de suite des radiations, il y a tout de suite des effets secondaires. Et il essaye de fuir en bateau. Il y parvient pas parce que c'est parce que le bateau est trop petit. Donc s'il garde tout le monde, s'il veut atteindre le gros navire pour partir, il est obligé de jeter certains de ses hommes par-dessus bord. Il se refuse à le faire et donc il retourne sur Terre et il va vivre sa vie et on sait pas ce qui lui arrive. D'Alba, en bon traître genre biblique, il repart avec son petit bateau un peu avec sa pièce d'or, tu vois. Venez les biens, on se casse. Et c'est un peu la fin de la campagne. Il y a encore quelques trucs parce que l'explosion avait été un peu prophétisée par une femme qui lisait dans les cartes, avec qui vous n'avez pas vraiment interagi, mais en fait, comme il y avait quand même un aspect bac à sable, il y a plusieurs PNJ que vous n'avez pas rencontrés, des trucs qui ont été qu'on n'a pas vu. Mais sur la fin, je crois, la dernière scène, c'est juste il y a une sorte de sorcière apocalyptique qui arrive et qui s'approche du corps de Malik, je crois, ou d'un mec carbonisé. Enfin, voilà. La fin de la campagne, c'est ça, quoi. C'est un peu... Il y a un côté, entre guillemets, tout ça pour rien. Genre, aucun d'entre vous n'a vraiment... n'est pas revenu à accomplir sa mission. C'est une fin tragique, en fait. C'est vraiment ça. Et c'était vraiment cool. Il y avait un autre petit élément aussi qui est non négligeable, c'est que dans la vraie vie, à ce moment-là, au moment où je jette le dé et je lâche un « Oh non, incroyable !» Moi, j'avais mon casque sur les oreilles, j'entends rien, et il y a ma femme qui a déboulé, je me suis fait jeter. On a tous sursauté parce que ça a résonné dans mon micro et dans le casque de tout le monde, et tout le monde a fait un espèce de petit bond. Je pense que tout le monde s'en souvient encore. Donc ça a ajouté encore plus de stress. Au moment où la bombe explose, la bombe a explosé aussi dans mon salon. On s'est bien marré à ce moment-là. Ah non, c'était vraiment c'était vraiment ouf comme campagne. Alors, si le but de la vidéo c'est d'essayer d'expliquer comment on en est arrivé là, je dirais que les facteurs, on va dire, si le but c'est pour un MJ d'avoir des conseils, je dirais que moi les seuls conseils que je peux donner, déjà la première chose c'est de reconnaître que tout ça c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est de dire en fait c'est le jeu et donc il y a les choix des joueurs, il y a de l'aléatoire et il y a des choix de MJ. Il y a vraiment tout un truc, donc vous pouvez pas le reproduire tel quel. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme paramètres à la base qui ont eu un impact? Il y a le côté haute tension, c'est-à-dire pendant toute la campagne, les événements arrivent assez vite. Le côté, dès le début de la campagne, il y a des relations complexes entre factions. Ça, c'est un truc qui était prêt avant la campagne. Le côté... Les factions, la grosse tension, je rajouterais, si tu le permets, avec les fameuses horloges, où toi aussi, tu sais qu'à un moment donné, ça va se déclencher, donc tu l'as déjà prévu. T'as les factions, donc t'as quand même déjà ça aussi qui est prêt en début de campagne. C'est ça. Il y a le fait que les jets de dés soient vraiment critiques et qu'en fait, on sache au moment où on va jeter les dés ce qui va se passer. Parce qu'en fait, si vous, en tant que MJ, vous dites de jeter les dés et ensuite vous avisez avec le résultat, la tension n'est pas la même parce que au moment où on jette le dé, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, si on fait un échec ou une réussite. Là, ce qui crée la tension, c'est qu'on sait à quelle sauce on va être mangé. Et donc tu te dis, oula, j'ai pas envie de le jeter ce dé. Et c'est ça qu'en fait qui crée le moment même ludique intéressant, quoi. Ouais. D'accord. Et il y a aussi le côté secret ouvert. Honnêtement, la campagne aurait été en secret fermé, ça aurait pas du tout marché. 3 groupes de personnages séparés. Si chacun n'avait pas pu profiter du roleplay des autres et de ces trucs-là, la scène de fin n'aurait pas eu de sens. Et je pense que le PVP n'aurait pas eu la même saveur. C'est-à-dire que si Dalba il est arrivé, il t'avait flingué sans savoir ton histoire et que toi t'avais pas suivi l'histoire de Dalba, genre ça aurait juste été vécu un peu comme une injustice, c'est-à-dire d'un seul coup il y a un PJ me tire dessus. Ok. Et j'ai pas d'explication. Là en fait, il y avait tout le setup avant qui donnait le sens à toute cette scène-là, je pense. Et
Et puis après, il y a le. Donc, ça, c'était vraiment les trucs préparés en amont. En jeu, de mon côté en tant que MJ, il y a ce truc d'utiliser le temps de manière très très arrangeante. C'est-à-dire, pour que vous retrouviez à 3 à l'épisode de la bombe, il faut vraiment qu'il y ait un flou artistique. C'est-à-dire, la ville, on ne sait pas vraiment quelle taille elle fait. Tu vois, il y a... Ouais. C'est pas complètement improbable que vous retrouviez là à cet endroit-là, mais on s'arrange pour créer les scènes. Donc il y a un côté moins... Il y a un côté contrôle un petit peu des ficelles pour juste créer du drama, quoi. C'est vraiment un truc pour... L'objectif pour moi, c'était de créer du drama. Ouais. Et après, bah, tout le reste, c'est le hasard et vos choix. Donc je pense que moi, je n'avais pas du tout imaginé qu'il se passerait ça, quoi. Un peu, c'était quoi tes envies aussi un peu en tout cas, moi je sais que quand je me prépare un petit peu un OS, aujourd'hui tu vois j'ai un peu plus d'expérience, j'écris un petit peu mes OS ou mes campagnes, je me dis je pense que ça va aller plus ou moins dans cette direction et c'est un peu ce que tu prépares aussi quand tu prépares un peu tes factions, etc. Je me mets peut-être à ta place, mais je me dis, tu l'as dit aussi un peu en début de vidéo, t'as créé les conditions pour que certaines choses arrivent. Du coup, toi, tu partais avec quel a priori de fin quand on a commencé? Bah, j'avais pas d'a priori de fin. Par contre, j'avais créé beaucoup de conflits et je pensais que les choses allaient se faire plus progressivement. En gros, pour moi, il y avait 3 grosses factions. Les apocalyptiques, les autochtones et les mecs derrière vous. Petit à petit, en fait, vous allez essayer de jouer avec ces différentes factions. Par exemple, j'avais pas prévu que vous alliez vous séparer. J'avais pas prévu. Au moment où vous êtes arrivé près de la plage avec votre bateau, je savais pas que vous alliez décider de faire un assaut frontal. Moi, je savais que les apocalyptiques, ils allaient se défendre bec et ongles et que j'allais les jouer dur, tu vois, et genre en mode, c'est pas des débiles. Et qu'ils allaient essayer de vous prendre à revers. Mais vous auriez pu, tu vois, genre juste prendre le bateau et aller, par exemple, accoster à un endroit où il n'y a pas de mine sous-marine, tu vois. Bien sûr. Et en fait, il n'y aurait pas eu la destruction du bateau. Vous auriez eu beaucoup plus de... Enfin, Malik, en particulier, en tant que capitaine, il aurait eu à sa disposition un gros navire, un char, plusieurs bateaux. Il aurait pu avoir vraiment des enjeux stratégiques, aller négocier avec les autochtones pour battre les apocalyptiques. Donc vraiment, en fait, moi, j'avais juste mis des factions avec des conflits. Chaque faction, elle a 3, 4... Là, je recompte. Il y a 5 PNJ dans chaque faction avec lesquels tu peux... qui se veulent... qui ont déjà des enjeux entre eux, tu vois. Genre, ils veulent tous se poignarder dans le dos. Donc, toi, tu peux faire tes alliances, tes machins. Et ce qui était... Le seul truc qui était scripté dans ma tête, où j'étais sûr que ça allait arriver, c'est qu'à un moment donné, c'était les Svalek, le clan qui avait la bombe atomique, allait essayer de venir poser la bombe atomique. Donc si on faisait rien, ils allaient finir par faire leur plan, que d'Alba soit là ou non. Ils allaient finir par amener une bombe sous la ville et essayer de la faire péter, si vous faites rien. Okay. Et le deuxième truc sur lequel j'étais sûr, là à 100%, puisque vous ne pouviez rien y faire, quoique, quand j'y repense, c'est qu'à un moment donné, j'amènerais le type là... Slimane de Biskra avec la seconde flotte et le frère de Malik dans la flotte. Il y avait ce truc-là. Et finalement, il veut le buter aussi, je crois, parce qu'il a souillé l'honneur de la famille. Enfin, vraiment, c'est pas du tout un avis à ce moment-là. Quand tu dis, il y a son frère, et tout le monde se dit, ah bah putain, c'est bon, il va pouvoir s'en sortir. Non. Et voilà, il aurait pu se passer plein de trucs. Parce qu'en fait, par exemple, si vous aviez réussi vos jets de dés et vos stratégies, peut-être que vous seriez alliés en fait avec tous les autochtones. Et que vous auriez pu faire une sorte de préparer un comité d'accueil de fou pour Slimane de Biskra, et ça aurait été la bataille de la terre contre la mer, tu vois, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être on s'allie avec les autochtones pour détruire les apocalyptiques et ensuite machin, ou alors juste on est sans foi ni loi et on décide juste de s'allier avec les apocalyptiques parce que on est des pourritures et on leur rachète des esclaves et fin de l'histoire, tu vois. Mais non, en fait, prépare juste un terrain propice, quoi. Et après, après, c'est plus du truc à la séance, tu vois. T'as une petite idée d'une scène qui pourrait mettre un peu de piment. Tu te la gardes dans la poche et le reste, tu laisses faire. Et surtout, tu laisses faire les jets de dés, quoi. Mais je pense que la campagne, elle est aussi due
à vos choix en fait tout Ah simplement. oui, bien sûr. Euh, donc en arriver à la scène de PVP sur la bombe et tout, ça demande tellement de facteurs, c'est vraiment un effet papillon Mm. de fou, tu peux pas le prévoir en début de campagne, c'est Ouais, impossible. j'imagine, ouais. Je m'en doute bien, mais pour voir un peu, tu vois, comment t'avais prévu un petit peu le truc aussi de ton côté, quoi. Mais en tout cas, c'était une super campagne. Et on l'a joué il y a 1 an à peu près. Et je me dis que c'est dommage, j'aurais bien voulu les enregistrer, tu vois, pour pouvoir me les réécouter plus tard, mais c'est la beauté aussi de l'instant éphémère qui disparaît à jamais dans les méandres du temps. En tout cas, Ouais, et puis c'est vraiment cool. rigolo de retourner dans les souvenirs, tu vois, plus et te dire ah mais oui, c'est ça qui s'est passé, tu vois. Ça compresse l'expérience, tu vois. Euh, les souvenirs ne sont pas exactement pareils que les enregistrements et des fois, tu sais pas, peut-être que c'était moins bien ou mieux et t'idéalises et tu refais le truc. Mais c'est vrai que c'était vraiment trop bien. Donc voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. On peut se quitter là-dessus si t'es d'accord et tu seras le bienvenu pour qu'on reparle d'autres campagnes. Finalement, je pense que le format il va évoluer un petit peu pour les épisodes suivants. On fera peut-être un petit peu comme ça, comme on l'a fait là. On se remémore les meilleurs moments d'une campagne ensemble et on en tire un petit peu la moelle et ce qu'on a fait un peu sa particularité. En tout cas, bah merci d'avoir été avec moi pour ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. En parler autour de vous, c'est sur le travail. Allez bien sûr voir la chaîne du bon MJ parce que moi, c'est là où j'ai puisé toute ma source il y a 3 ans et c'est sur son serveur Discord que j'ai rencontré la plupart des gens avec qui je joue maintenant de manière hebdomadaire, voire beaucoup plus. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore, Hugo. Bah, merci à toi, c'est un très bon format. Je pense qu'il y a du potentiel. On Ciao. verra ça pour les épisodes suivants. Allez, salut.